Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis ingénieur du son. Je m'occupe aussi de l'interprétation simultanée et d'autres choses qui ont attrait au broadcast et au non-broadcast. Donc voilà, j'étais confronté à une petite problématique qui est celle de faire de l'interprétation simultanée en studio de télévision, ce qui n'est pas encore courant. De l'interprétation simultanée en multilangue, en studio de télévision. On fait souvent de l'interprétation en une seule langue pour des programmes que tout le monde connaît, c'est-à-dire si France Télévisions invite un américain ou un anglophone, et bien oui, on entend le doublage en simultané et la personne entend bien l'interprétation dans son oreillette. Simplement, ça n'a jamais été fait en multilangue. Donc il a fallu créer un petit peu cet espace. Un autre problème auquel on a été confronté ici était celui de l'interprétation à distance, parce qu'un studio de télévision ne dispose pas de visu possible directement sur le plateau. Les interprètes, à cause de grilles d'éclairage, à cause de la place que prennent les caméras, à cause de la place que prend le décor, il est impossible d'installer des cabines d'interprétation simultanée directement intégrées au plateau de télévision avec un visu direct. Donc il nous faut trouver une solution qui convienne à tout le monde et dans laquelle il est possible d'interpréter à distance, c'est-à-dire sur écran de télévision. Donc pour ça, on a mis en place un système, toute une étude sur la qualité des moniteurs, sur le type de programme qu'on va recevoir dans ces écrans, etc. Et donc on est arrivé à un système en 3 écrans, un très grand de 50 pouces et 3 plus petits, dans lesquels il y aura des programmes différents. Comme ça, les interprètes pourront voir en permanence toutes les personnes du studio, si ils ont besoin d'avoir les attitudes exactes de chacune des personnes, même pas seulement celles qui parlent, mais aussi celles qui écoutent, ce qui peut être très, très important pour eux. Donc ça, c'était la première problématique. La deuxième problématique de ce genre de système est la qualité de l'audio. Il n'existe pas pour l'instant sur le marché de système d'interprétation simultanée qui répondent aux critères techniques de l'audio broadcast. Et donc souvent les voix ne sont pas jolies à entendre. Plus on multiplie le nombre d'interprétations, moins la qualité de l'audio est bonne. Et donc pour ça, il a fallu trouver des solutions pour allier d'une part l'interprétation simultanée et le système de radiodiffusion, de télédiffusion qu'on connaît et qu'on donne par podcast évidemment. Alors on a essayé beaucoup de choses. On a essayé les systèmes d'interprétation qui n'étaient pas satisfaisants. Ensuite j'ai essayé des systèmes audio purs sur base de matrices audio qui n'ont pas été satisfaisants non plus, parce que trop compliqué à mettre en œuvre, trop compliqué au niveau du routage des signaux à l'intérieur de la matrice, trop compliqué au niveau des paramètres audio à insérer sur les canaux. Et donc finalement, un peu par hasard, j'ai découvert un système d'intercommunication qui lui répondait à peu près à tous ces critères, sauf l'ergonomie du poste. Donc on a continué un petit peu à chercher, à développer le système avec des équipes d'interprètes, avec des équipes de gens issus de la vidéo et moi en tant qu'ingé son. Et on a perverti ce système d'intercommunication en système d'interprétation simultanée. C'est-à-dire que comme un système d'interprétation simultanée ressemble très fort à un système d'intercommunication, simplement je dirais qu'il est moins puissant. L'interprétation simultanée demande moins de fonctions que ce qui existe dans l'intercommunication. Donc c'était finalement pas extrêmement difficile à mettre en œuvre, si ce n'est l'ergonomie des postes. Et donc là, avec une équipe d'interprètes et dont des ergonomes, on a développé un interface utilisateur pour les interprètes purement,
pour qu'ils aient les fonctionnalités, pour qu'ils retrouvent les fonctionnalités qu'ils utilisent habituellement sur leur système connu d'interprétation simultanée. Et d'une part, ça c'est pour eux, et pour moi, avoir un système qui répond à tous mes besoins de qualité audio au niveau du broadcast. Donc voilà, on a ici le système des 4 écrans. Un grand écran 50 pouces haute définition qui va nous donner le programme final, donc ce que les gens verront à la télévision sera diffusé sur ce grand écran. Pardon. Ensuite, sur chacun des petits écrans, ça va nous permettre de montrer des plans qu'on ne verra pas à la télévision spécialement, mais qui vont permettre aux interprètes de voir les gens qui sont sur le plateau, aussi bien les gens qui parlent que les gens qui ne parlent pas. Ceux-là seront diffusés sur les plus petits écrans. On essaie ici de retranscrire au maximum ce que voit un interprète quand il est dans une salle de conférence, c'est-à-dire a priori toutes les attitudes de tous les gens qu'il va interpréter, ou sur lesquels il est susceptible de travailler. Donc ce sont les 4 écrans qui sont là, ce sont tous des écrans haute définition, avec la meilleure qualité de vidéo possible aussi. Dans ces écrans haute définition viennent aussi des signaux de caméra haute définition aussi, et les meilleures possibilités techniques qu'on a trouvées sur le marché pour rendre ce service à l'interprétation. D'autre part, voilà, il y a ces petits postes qui sont, eux, une copie allégée de certains postes d'interprétation simultanée. On a 2 lignes dans ce poste, ce que j'appellerais une ligne primaire qui se trouve ici en dessous, et une ligne de fonction secondaire qui elle est au-dessus. Ça, normalement, on ne s'en sert pas. La ligne des fonctions primaires, c'est ce qu'utilisent très souvent les interprètes, c'est-à-dire un mic on-off, avec les couleurs, donc quand il est on, il est rouge, quand il est off, il est vert, un rappel du floor, pour les interprétations en cascade en mode relay, une fonction de push to mute qui permet de tousser ou de faire des choses hors antenne. Ensuite, un bouton de volume, un bouton pour les réglages des aigus, un bouton pour le réglage des basses fréquences pour le confort de l'écoute de l'interprète. Évidemment, le micro dans lequel il va parler, mais qui ici sera plutôt un système de micro-casque, qui n'est pas encore en œuvre pour l'instant, mais qui vient. Et parce que ça permet à l'interprète à ce moment-là de bouger comme il le veut, suivant ses écrans, suivant ses feuilles, suivant l'univers dans lequel il veut travailler, sans que pour autant ça n'impacte sur la qualité de l'audio. C'est-à-dire que si on parle comme ça dans un micro, ou si on parle comme ça dans un micro, pour moi en tant qu'ingénieur du son en cabine derrière, le son est assez fondamentalement différente. À cette distance, on entend toute la pièce qui est autour, on peut entendre beaucoup de choses, et donc il y a beaucoup plus de résonance qui n'existe pas évidemment quand on parle directement dans le micro. Pour éviter ça, on mettra des systèmes de micro-casques, donc là la source, c'est-à-dire la bouche, est toujours à même distance du micro et permet à l'interprète de bouger sa tête, même de se retourner s'il le veut, de regarder ses feuilles sans que ça n'altère la qualité du son. Ensuite, une ligne de fonction que j'appellerai secondaire, qui là, bon, maintenant on ne les voit pas parce que c'est éteint et il n'y a pas encore d'électricité dans la salle, mais où à ce niveau-là auront toutes les fonctions secondaires qu'utilisent les interprètes, c'est-à-dire la fonction AB, donc quand ils travaillent en 2 langues, certaines fonctions de listening, d'écoute, qui vont venir, par exemple dans le cas de l'interprétation en cascade, où l'interprète pourra décider d'écouter la cabine à côté parce qu'il ne comprend pas la langue qui est parlée sur le plateau, la deuxième cabine, la troisième cabine, ou enfin voilà, les autres cabines.
Et c'est à peu près tout ce qu'il y aura sur cette ligne-là, qui sont des fonctions habituelles, hein, pas extrêmement compliquées, mais des fonctions quand même secondaires. Au-dessus, on pourrait dire que je vais mettre alors, plus tard, quand le système aura un petit peu évolué, des fonctions que j'appellerais tertiaires, qui seront, elles, des vraies fonctions d'intercommunication, où l'interprète pourra parler avec l'ingénieur du son qui se trouve en cabine, pourra parler à l'assistant qui s'occupe d'eux s'il n'a un problème technique, pourra parler au floor manager qui est une personne qui sera sur le plateau, par exemple s'il trouve que la personne qui parle trop vite, ça permettra de communiquer ces informations directement sur le plateau, parce que les gens qui sont sur le plateau sont interviewés, n'ont pas eux spécialement de casque, et évidemment on ne peut pas non plus les faire intervenir un interprète comme ça dans un circuit d'ordre sur le programme. Donc ça va nous permettre de créer des circuits d'ordre qui n'interféreront pas du tout ni avec l'interprétation, ni avec le programme de télévision. Ça peut aussi amener des fonctions d'autres intercommunications. Par exemple, il est tout à fait possible avec ce système de prendre une ligne téléphonique si on les appelle sur un téléphone à l'extérieur, et de répondre au téléphone directement depuis leur poste s'ils en ont besoin. Tout ça reste encore à développer. Dès que toutes les fonctions habituelles dues à l'interprétation seront remplies, je vais pouvoir reconvoquer le groupe d'interprètes avec lequel j'ai travaillé, et essayer alors de faire évoluer ce système vers quelque chose de plus large et encore plus confortable, sans que ce soit pour autant trop compliqué, étant donné la charge de concentration que demande l'interprétation simultanée. Il ne faut pas non plus, quand on conduit une Ferrari à 200 km/h, s'occuper de l'allume-cigare, faire le café, et tout en même temps, ça devient dangereux évidemment. Donc voilà, en consultation avec le groupe d'interprètes avec lesquels je travaille, on va essayer d'établir quelques fonctions qui pourront être plus confortables, sans pour autant compliquer le travail.